Bonus. Trax. Depuis ses débuts dans l'Hexagone, l'univers Star Wars a connu bien des traductions. Certaines, approximatives voire loufoques, ont disparu. D'autres, plus pertinentes, sont restées et font aujourd'hui partie intégrante d'un Star Wars à la française dans lequel on intègre les films, bien sûr, mais aussi des centaines de romans. Et c'est justement pour nous parler de la traduction de cette prose Star Warsienne que nous recevons aujourd'hui à distance Julien, Lucille et Sandy. Bonjour Julien, bonjour Lucille, bonjour Sandy. Vous êtes traducteur freelance avec, dans le cas particulier de Lucie, une casquette en plus, directrice de collection pour les romans Star Wars d'univers poche qui rassemble Pocket et Outre-Fleuve. Est-ce que j'ai bien présenté la chose, Lucille ? Parfait, nickel, c'est exactement ça. Ok, super. Donc vous partagez un même métier, vous trois, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'exception à bord de l'Outrider pour cette première question. C'est toujours un peu la même qu'on pose aux gens qui nous rejoignent à bord du vaisseau. C'est de savoir comment vous avez découvert Star Wars. Et donc, je vais demander à Lucille de commencer. Comment tu as découvert la saga qu'on aime tant ? Quand j'essaie de me rappeler quand est-ce que j'ai pu voir la première fois le film, je me rappelle pas d'un jour, d'un day one, je me rappelle pas. Sinon que je m'en souvienne, Star Wars a fait partie de ma vie. On regardait les films en famille, mes frères avaient les petites figurines, donc c'était vraiment quelque chose du quotidien. Et puis la passion a commencé à grandir quand je me suis mise au livre. J'avais 9-10 ans, donc c'était au début des années 90, et c'était les novélisations de l'épisode 4, 5 et 6, qui à l'époque s'appelait 1, 2 et 3 en livre, et c'était les versions Pocket, déjà à l'époque, c'était dans un coffret, c'était des livres argentés splendides, avec des illustrations qui avaient été faites pile poil pour la version française, c'était pas la version originale. Et donc dans ce coffret, il y avait les 3 livres, les 3 novélisations, donc que j'ai dévoré. Et en fait, les petits malins, ils avaient ajouté un tome 4, super mystérieux. Et ce tome 4, c'était L'héritier de l'Empire, donc le premier tome de la croisade noire de Jedi Fu, donc la fameuse trilogie de Timothy Zahn qui a lancé ensuite l'univers étendu. Et voilà, ils m'ont alpagué avec ça, et à partir de là, c'était du non-stop, quoi. Écoute, ça me fait très plaisir du coup de t'avoir pour cet épisode en particulier. Tout est logique, mais du coup c'est effectivement fidèle à ta réputation, j'ai envie de dire. Et c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui, je crois, a vraiment mis, tu vois, les bouquins et l'univers étendu comme l'un des, on va dire, l'un des pans, tu vois, de sa découverte de Star Wars. Souvent c'est quelque chose qui vient après, c'est souvent la deuxième étape. Pour toi, ça a été quasiment la première, si je te comprends bien, donc c'est plutôt cool. Et tu auras l'occasion d'en reparler, j'imagine. Est-ce que, Julien, toi aussi, c'était la même chose, ou est-ce que tu as découvert Star Wars d'une manière, j'ai envie de dire, un peu plus conventionnelle ? Ouais, plus conventionnel, parce que j'avais en fait 4 ans quand le premier est sorti. Donc j'ai vraiment littéralement grandi avec. Le premier que j'ai vu au cinéma de mémoire, c'est le troisième, Le Retour du Jedi, en ayant vu les précédents de mémoire à la télé, entre-temps. Et puis, voilà, j'ai fait connaissance comme ça, même avant de les voir au cinéma, avec à la fois les affiches, les articles dans les magazines, et puis le merchandising qui arrivait très tôt, et pour la première fois sur une série de films comme ça. Donc je pense, joué d'abord avec les figurines, notamment de Boba Fett, avant d'en savoir vraiment plus sur le sujet. Et puis après, c'est ces 3 films qui m'ont accompagné pendant jusqu'à aujourd'hui, en fait, hein. Sachant que je me suis toujours intéressé à la saga, j'ai raccroché avec la prélogie. Et puis prélogie que j'ai, il y a quelques années seulement, revue, et je pense vraiment comprise. Parce que j'étais un petit peu comme tous les gens de ma génération, ou en tout cas beaucoup, dans une espèce d'appropriation de la première trilogie, et j'avais certaines déceptions.
sur la seconde. Et puis en fait, tout s'est remis en place en la revoyant plusieurs fois et en comprenant un petit peu le fil conducteur qu'il y avait, même si on peut lui reprocher certains défauts, mais d'un point de vue scénaristique, du point de vue de la saga, c'est vraiment quelque chose qui se boucle de manière assez admirable en fait. Complètement. Et c'est bien de le réhabiliter, y compris de la part de quelqu'un justement on va dire, de cette première génération de fans de Star Wars qu'on n'a pas non plus l'occasion d'avoir souvent à bord. Donc merci pour ce témoignage. Et si je peux ajouter une chose, d'ailleurs, c'est en fréquentant, parce que je pense que c'est intéressant pour un peu tout le monde, c'est en fréquentant des gens qui avaient grandi, eux, pour leur part plus jeunes, hein, et qui avaient grandi pour leur part avec la prélogie et Clone Wars. Et c'est à force de constater que finalement on partageait tout un tas de choses avec des films complètement différents, à des époques différentes. Et c'est l'intérêt qu'ils portaient notamment au scénario, à l'aspect politique de ces trois films qui m'a vraiment poussé à force à aller fouiller, voir d'un peu plus près ce que j'avais raté en fait. C'est la jeune génération qui t'a incité à revenir un petit peu sur tes pas et à Ouais, tout prendre à le fait. temps de revoir ces films. Super cool comme histoire. Est-ce que, Sandy, tu concluras avec une histoire encore plus cool? Tu as un petit peu de pression sur toi, je dois dire. Alors non, moi je suis pas quelqu'un de cool déjà. Donc Ah, dommage. et alors je peux pas prétendre avoir commencé à découvrir la saga ni par les films ni par l'aspect littéraire. Moi j'ai découvert avec les jouets. Mon premier souvenir de Star Wars c'est en 78, les catalogues de jouets où les jouets Star Wars c'était c'était le truc à avoir, tu vois. Et je me souviens distinctement d'avoir été fasciné par les visuels, notamment par le Stormtrooper et par Z6PO à l'époque, puisque c'était Z6PO et pas encore C3PO. J'étais fasciné par l'aspect de ces personnages sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et il m'a fallu des années pour comprendre ce qu'il y avait au-delà des jouets, parce que on n'avait pas de cinéma dans le petit bled où j'étais. Donc quand j'étais tout petit, j'ai acheté les romans, la novélisation aussi de l'Empire contre-attaque, de la guerre des étoiles. J'ai commencé par les romans et comme Julien, mon premier film Star Wars, ça a été Le Retour du Jedi au cinéma en 83. Et là, c'était l'émerveillement total, tu vois. Le truc, j'ai vu les deux autres évidemment par la suite. Enfin, j'ai bien dû les voir 50 fois chacun. Et voilà. À partir de ce moment-là, une fois que t'en as vu un au ciné, t'es mordu. Et alors un truc que j'ai en commun avec Julien, c'est que j'ai redécouvert aussi la prélogie grâce à des amis qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui à l'époque avaient une vingtaine d'années et qui m'ont complètement fait changer d'avis vis-à-vis de la prélogie que je détestais que je détestais de tout mon cœur. Et et ils m'ont vraiment fait changer d'avis en me disant mais voilà, tu vois, moi ce que j'y trouve c'est ça et ça. Et effectivement ça a complètement marqué leur génération, comme la nôtre a été marquée par la première trilogie. Ce qui fait que voilà, c'est assez agréable. Comme disait Julien, on retrouve en fait, c'est quelque chose qui réunit énormément de monde en fait, cette œuvre. Il y a peu de temps, je vais déménager sous peu et je vais emménager dans une nouvelle maison et on a engagé des ouvriers, donc un plombier, un électricien, tout ça. Et donc on commence à discuter un petit peu avec eux des travaux et à un moment il y en a un qui me demande ce que je fais dans la vie. Je lui dis je traduis des romans Star Wars. Et là, le mec s'illumine et il me regarde et dit ah mais ouais mais Star Wars, il y en a un qui est passé à la télé hier, je l'ai regardé. Et puis il y en a un autre qui dit ah moi je suis fan depuis tout petit, et il commence à discuter de la musique de John Williams. Et on a eu une conversation hallucinante sur Star Wars et là d'un seul coup tu vois on faisait complètement partie du même monde, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est magique avec toutes ces trilogies quelles qu'elles soient, que ce soit la prélogie, la postlogie ou la trilogie d'origine, c'est qu'elles réunissent les gens autour de quelque chose qui est dense et dont on peut discuter sous énormément d'angles différents sans jamais épuiser ce qu'on a à en dire. Mais on le voit en plus d'ailleurs avec vos 3 témoignages qu'on peut venir de générations et d'environnements, de contextes très différents et en même temps se retrouver
autour de cette même passion, quitte à limite même apprendre de ses erreurs, à supposer que ne pas aimer la prélogie soit une erreur, mais effectivement, c'est très touchant d'avoir vos différentes versions. Et je suis très content, je le répète, je crois déjà depuis le début de ce podcast, mais de vous avoir pour discuter de ce sujet qui est la traduction des bouquins Star Wars, la traduction peut-être de Star Wars en général, puisque comme je le disais en intro, on a connu des Z6PO, on a connu des Chic Tabac, on a connu des Millennium Condor et tout ce genre de joyeuseté dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Je vais procéder à un nouveau tour de table et je vais vous demander un petit peu ce qui est venu en premier du coup. Alors après, vous avez un petit peu déjà répondu à cette question, mais du coup, vous pouvez insister sur l'aspect traduction, parce que j'avais envie de savoir ce qui était venu d'abord, l'intérêt pour Star Wars, ou pour les livres Star Wars surtout, ou l'intérêt pour la traduction de livres en général. Et j'imagine que Star Wars est venu avant, mais comment vous avez commencé du coup à vous intéresser à la traduction littéraire? Est-ce que, Julien, tu veux bien m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, moi je suis arrivé à la traduction, pas par accident, mais par une suite de rencontres j'ai commencé à travailler en fait dans l'édition pour une maison indépendante qui s'appelle Les Moutons Électriques. Mhm. Comme c'était une petite structure, moi j'ai passé une dizaine d'années, on faisait un petit peu tout et moi je me suis occupé notamment des réunions de représentants et surtout de tenir le stand dans des festivals, dans ce genre de choses, dans des rencontres. Mais c'est comme ça que j'ai pu, n'étant pas parisien et ne venant pas du milieu de l'édition, que j'ai pu mettre un pied dans la porte et puis rencontrer des auteurs, des éditeurs, des directeurs de collection. Et de fil en aiguille, j'ai réussi, parallèlement, j'ai traduit quelques nouvelles pour la revue Fiction, ensuite quelques romans pour Panini, et puis c'est le moment où j'ai rencontré, comme je te le disais par le biais de toutes ces festivités, le prédécesseur de Lucille chez Pocket. Et à force d'insister, il m'a confié un premier roman et qui s'avérait être un roman Star Wars. Donc c'est comme ça que c'était Phasma à l'époque, et c'est comme ça que j'ai commencé à la fois à travailler pour Pocket et dans le cadre de la licence Star Wars. Ok, donc c'est finalement assez récent par rapport à ton parcours dans ce milieu-là, la traduction de bouquins Star Wars en tout cas. Ouais, c'est ça, le premier est paru en 2018. Eh ben, c'est cool parce que du coup, ça prouve effectivement que on peut être un fan de la première heure et revenir sur la deuxième trilogie, puis traduire un bouquin qui concerne la troisième. Un parcours totalement complet, j'ai envie de dire, en tout cas pour l'instant, d'ici à ce qu'on ait une nouvelle trilogie. Lucille, toi qui viens d'une autre génération, comment ça s'est passé, la traduction de bouquins et ou de bouquins Star Wars? Ouais, moi, c'était très entremêlé, en fait, Star Wars et la traduction. C'est-à-dire que, en fait, j'ai amélioré mon niveau d'anglais grâce à Star Wars. Je me suis mise à regarder des films en anglais. Bon, c'est déjà une première étape, mais surtout, j'ai dû me mettre au roman en VO, ceux qui n'étaient pas encore traduits, parce que j'avais envie de les lire rapidement. Et du coup, je m'y suis mise, alors que, bon, j'étais pas très, très douée en anglais à cette époque-là. Faut dire que le collège et le lycée français, pas forcément ce qui nous rend super doués en anglais. Donc, du coup, c'est ça aussi qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et je sais que les premiers bouquins que j'ai lus de Star Wars en VO, je captais pas la moitié du livre, quoi. Mais je m'accrochais, je m'accrochais. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne aux parents s'ils veulent que leurs enfants se mettent, s'améliorent en anglais, c'est de se plonger dans des livres, même s'ils comprennent pas tout, c'est pas grave, faut juste s'accrocher un peu et ça aide vraiment. Et puis ensuite, là, j'ai découvert la traduction un peu plus tard parce que j'ai fait un cycle littéraire en fait, Hippocagne et Encagne. Et là, je me suis spécialisée en anglais, un peu par défaut parce que je brillais pas dans les autres matières. L'anglais, c'était là où je me débrouillais mieux en Encagne. Et donc je me suis spécialisée en anglais. Et là, j'ai eu un prof qui m'a vraiment fait découvrir la traduction de manière passionnante. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à me poser cette question, mais en fait, est-ce que ça serait pas mon futur métier, quoi. Et, euh, et voilà, et pas par défaut, vraiment un vrai choix. Et à cette époque-là, je t'avouerais que j'avais un peu mis Star Wars de côté parce que quand t'es en hippocagne-cagne, bah, t'as tellement de bouquins à lire que Star Wars c'est peut-être le dernier truc que tu vas lire. Et puis, ou alors tu fais ça mais caché parce que lire Star Wars quand t'es cagneux, ça fait pas très sérieux. Et, euh, et voilà, et j'y suis retournée plus tard. Mais en fait, j'ai arrêté pendant quelques années. Donc, quand je me suis mise vraiment à la traduction, j'avais pas du tout dans l'idée
de faire du Star Wars forcément, quoi. Et voilà. Mais donc la trad, c'est vraiment devenu une passion. C'était pas pour faire du Star Wars à la base. Et c'est quoi ton premier bouquin Star Wars alors du coup que tu as pu traduire? Alors le tout premier, c'est la Bibliothèque Verte qui me l'a proposé. Mais c'était marrant parce que en fait c'était au moment de la ressortie de l'épisode 1 en 3D. 2012, peut-être un Ouais, petit c'est peu avant. ça. Bah, Ouais. c'était non, c'était avant le rachat par Disney parce que justement quand Disney a racheté, après Ils ont ils ont annulé ce arrêté. projet-là, Voilà, c'est ça. effectivement. Donc c'était un petit peu avant, mais du coup, moi je commençais tout juste à travailler. Non, c'était 2008. Ah, je sais plus trop. Enfin bon, non, peut-être pas 2008 quand même, mais autour de 2010. Et donc ils m'ont proposé, ils m'ont dit bah tiens, on aurait une trad à te proposer. C'est du Star Wars, je sais pas si ça te dirait trop. Voilà, ils sont presque excusés parce que voilà, j'étais une fille, alors tu comprends bien, traduire du Star Wars c'était peut-être pas ma came. Et j'aurais dit mais tout de suite quoi, où est-ce que je signe et voilà, et en fait j'ai complètement rebasculé à partir de ce moment-là dans Star Wars, à relire, parce que j'avais du coup arrêté les livres et l'univers étendu, donc il a fallu que je me replonge dans tout ça, parce que j'avais un gros gap, voilà, à, à retrouver et donc c'était le premier livre, mais vraiment le premier livre outre une novélisation, parce qu'une novélisation, ça reste l'histoire d'un film, donc c'est pas la même chose qu'un roman inédit. Et en fait, j'ai traduit la biographie de Obi-Wan Kenobi, toujours pour la Bibliothèque Verte. Et voilà, ça pour moi, c'était vraiment le premier roman Star Wars que j'ai traduit, et c'était un gros kiff. Et on va terminer du coup avec Sandy. Comment tu en es venu à la traduction et éventuellement à la traduction des bouquins Star Wars? Alors moi, je traduisais du jeu de rôle. Ok. Auprès d'un éditeur qui s'appelle Edge France, et donc j'ai supervisé notamment la traduction, j'ai relu aussi parce que j'étais relecteur, la traduction du jeu de rôle consacré à Star Wars, donc qui que je recommande parce qu'il est vraiment super agréable. J'ai joué 5 ans dessus, c'est un jeu de rôle merveilleux. Et puis j'avais un copain qui connaissait le directeur éditorial chez Pocket qui s'occupait de Star Wars à l'époque. C'était David Camus, et qui m'a dit un jour, tiens, David cherche des gens pour traduire des romans Star Wars, est-ce que ça t'intéresse? Et évidemment, c'est la question où voilà, tu doutes de la réponse. Donc j'ai contacté David, je lui ai dit voilà, ouais, ça m'intéresse carrément. Et là, David m'a confié mon premier roman Star Wars qui était Kenobi. D'accord. Et qui a été un immense plaisir à traduire parce que c'est une aventure très western, et il y avait vraiment une patte de l'auteur John Jackson Miller. Il a vraiment fait un travail exceptionnel sur ce bouquin-là en donnant cette atmosphère de western à l'aventure de Kenobi. C'était vraiment super sympa à traduire. Et puis bon, il faut croire que mon travail était satisfaisant puisque j'ai pas arrêté depuis, et j'ai fait pas mal d'autres romans. Voilà. Bon, la traduction, à l'origine, c'est pas forcément mon corps de métier, mais j'y suis arrivé un peu par la force des choses. Et du coup, je peux confirmer deux choses, qu'effectivement, parler de Star Wars quand on est en Hippocagne et en Cannes, c'est mal vu parce que j'ai eu le même parcours que Lucille. Et deuxième chose, c'est que la sortie 3D de l'épisode 1 date de février 2012. Voilà. Correction en direct ou en différé, puisque vous ne les écoutez pas en direct, mais vous avez l'idée, et maintenant vous êtes tout à fait au clair sur la sortie. Si voilà, vous avez besoin de remonter par exemple dans une machine à voyager le temps pour tout simplement revoir ce film en 3D, c'est possible. De temps en temps, je crois qu'il les repasse à la Star Wars Célébration sous ce format-là, mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la traduction d'un roman Star Wars. D'après vos parcours, moi j'avais envie de vous poser la question, est-ce que concilier un peu Star Wars et traduction, c'était une ambition ou un rêve? Mais j'ai l'impression que c'est juste un petit peu une forme de heureux hasard que vous en soyez là aujourd'hui. Donc je ne sais pas ce que vous pouvez me dire là-dessus. Est-ce que vous vous sentez chanceux en fait de pouvoir concilier un petit peu ces Star Wars d'un côté et cette activité de traduction de l'autre? Est-ce que Lucille, en tout cas, c'est ton cas? Ouais, alors comme je disais au début, je pensais pas en commençant la traduction que ça me mènerait à traduire du Star Wars.
Même si, alors que ça aurait dû, enfin, j'aurais dû y penser, quoi. Mais vraiment, à ce moment-là, non. Et quand il y a eu cette opportunité là, de traduire la novelisation de l'épisode 1, je me suis dit, mais en fait, il y a moyen de faire des trucs vraiment kiffants. Parce qu'en fait, jusque-là, j'avais fait beaucoup de traductions d'albums jeunesse. Parce que quand j'ai terminé mes études de traduction, en fait, le problème, c'est qu'on peut pas faire de stage d'entreprise parce qu'il y a plus de traducteurs en entreprise, on est tous freelance. Donc c'est un peu compliqué pour faire son trou et se faire connaître et tout. Et donc moi, j'ai fait un stage de 6 mois chez Hachette en tant qu'assistante d'édition. Donc j'ai appris en fait le métier de l'autre côté du miroir, tout ce qui se passe une fois qu'on rend notre trad. Et donc c'était vachement intéressant. Et à partir de là, et comme ce stage, c'était dans la partie image d'Hachette Jeunesse, du coup, après, les trades que j'ai faites, c'était surtout des albums jeunesse, etc. Et puis la bibliothèque verte aussi. Et donc voilà. Donc quand j'ai eu cette opportunité de faire l'épisode 1, je me suis dit, mais en fait, il y a moyen de concilier en effet la trad et puis la passion. Donc génial. Donc à partir de là, moi je les ai encouragés à sortir toutes les novelisations. même quand on a appris en fait que ça allait s'arrêter, qu'il n'y aurait pas tous les films 3D, je leur ai dit mais c'est pas grave, il faut continuer la collection et tout. Après on a appris qu'il allait y avoir d'autres films, donc je leur ai dit non mais là il faut faire carrément les 6 et tout. Donc voilà, ensuite on s'est lancé dans toutes les novées pour la bibliothèque verte. Et donc ça c'était passionnant, je les ai pas toutes traduites mais j'en ai relu certaines. Et voilà. Et en fait, après, quand j'ai fait pas mal de trades pour la bibliothèque verte, je me suis dit j'aimerais bien aller un petit peu au-dessus, enfin quitter un peu le jeunesse et partir dans l'adulte. Ça me ferait, enfin vraiment ça serait un grand bonheur quoi. Et sauf que il y a un truc qui existe chez les traducteurs, chez les auteurs de manière générale, c'est que on a le syndrome du mince, comment ça s'appelle, le syndrome du, aidez-moi les garçons, De l'imposteur? de l'imposteur, oui, voilà. Et ça c'est vachement fort en fait, surtout quand tu commences ta carrière. Ce syndrome là, il te colle à la peau et il va t'accompagner pendant toute une trad. Tu vas te sentir là, enfin voilà, tu vas vraiment penser que t'es pas au niveau quoi. Et en fait j'avais un petit peu ce syndrome là à l'époque. Et j'avais envie de faire de l'adulte, et en même temps je me disais mais est-ce que je serais capable, j'ai fait que du jeunesse jusqu'à présent. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai écrit à Pocket, et j'aurais dit voilà, ça fait maintenant 4 ans que je fais du Star Wars avec la bibliothèque verte, il va y avoir de nouveaux films, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une personne de plus dans votre équipe? Et j'ai eu de la chance, ça a fonctionné, à ce moment-là ils avaient besoin, et du coup c'est comme ça que j'ai commencé avec Pocket. Et là, en fait, c'est devenu un vrai rêve. Tu vois, tu demandais si c'était une ambition, non, mais c'est vraiment devenu un rêve en tout cas, parce que je me suis mis à traduire des romans et même des romans adultes Star Wars. Et là, je me suis dit, mais la boucle est bouclée, quoi. C'est extra. Et alors, bien sûr, ensuite, quand on m'a en plus confié la collection, j'avais vraiment l'impression d'avoir la petite fille de 10 ans, moi, qui sautait d'excitation, quoi. Et puis moi, je suis au téléphone, oui, tout à fait, je serais intéressée. Et en fait, j'avais trop envie de hurler, quoi. C'était vraiment un grand rêve, ouais. Ok, bah même plus qu'un rêve du coup, puisque c'est devenu réalité, c'est en tout cas un rêve éveillé. Est-ce que c'est la même chose pour vous deux, messieurs? Alors ouais, moi c'est un vrai, c'est pas un rêve que j'aurais osé faire quand j'étais gosse, mais alors je me dis toujours, tu parlais de machine à remonter le temps tout à l'heure, je me dis toujours, C'est vrai. j'aurais envie de remonter le temps, tu vois, pendant mon premier visionnage de Star Wars en 83, d'aller voir ce gosse et de lui dire, hey, tu sais, un jour, on va te confier les romans Star Wars et ton premier, ce sera sur Obi-Wan Kenobi. Et là, je pense que j'aurais explosé, quoi. À l'époque, j'aurais explosé de joie. Et c'est vrai que à chaque fois, en fait, Lucille parlait du syndrome de l'imposteur. Bah, ça me fait ça à chaque fois, tu vois. Tu vas arriver à un roman et on te dit, Lucille me dit, bon, je vais te confier le premier roman de la Haute République. Et là, tu te sens tout petit et tu te dis, ah, à moi, j'ai vraiment travaillé dessus, moi. Je veux dire, on me donne ce jouet-là. Et après, une fois que t'es dedans, moi, une fois que je bosse, mes doutes se dissipent, quoi. Mais la phase préparatoire, celle où je me dis, on m'a confié un truc qui est super important, qui est limite sacré parce que Star Wars, c'est toute une religion pour moi. Voilà, il y a une énorme pression.
Et cette pression, elle se dissipe qu'à partir du moment où j'ai fait quelques chapitres et où je suis vraiment dedans et où je me dis, ça y est, tout baigne, là, je suis dans ma zone de confort, quoi. Julien. Oui, c'est un petit peu la même chose que mes camarades. Quand on te propose, moi, quand on m'a proposé le premier, c'est ouais, c'est le genre de proposition qu'on ne peut pas refuser, comme on dit, quoi. C'est un cadeau. Avec effectivement la pression qui va avec. Et puis, là où j'ai vraiment pris plaisir, c'est marrant, c'est à l'inverse de Lucille. C'est quand j'ai commencé à travailler à la Bibliothèque Verte également, grâce à elle, sur la novélisation de l'épisode 9. Et là, comme l'explique très bien Sandy, j'ai eu une espèce de flash et j'ai vraiment, en fait, je l'ai traduit et adapté pour le gamin que j'étais à cette époque-là, parce que j'ai à la fois grandi avec Star Wars et avec la Bibliothèque Verte en tant que lecteur. Et c'était vraiment, voilà, un cadeau, un énorme cadeau, quoi, et que j'ai apprécié, que je continue à apprécier. Et là, chaque titre qui arrive, c'est un cadeau de plus, hein, tout simplement. C'est c'est uniquement du plaisir, même si effectivement, comme on le dit, il y a toutes les pressions et tous les questionnements qui sont inhérents au travail de traduction, hein, puisque finalement la traduction, c'est se poser des questions en permanence et faire une série de choix sur un mot, sur une phrase, sur un paragraphe, et arriver à construire quelque chose de cohérent et de fidèle au texte d'origine. Et justement, vu que tu parles de ça, moi j'avais envie de vous poser la question, comment on traduit un roman de manière générale. On n'est pas obligé de prendre Star Wars en exemple, mais pour les gens qui nous écoutent et qui se demandent sans doute par où on commence, quelles sont un petit peu les difficultés, j'ai envie de dire au quotidien, quand on attaque un truc de plusieurs centaines de pages et qu'on peut buter sur certains termes, sur le style d'un auteur, j'imagine qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Est-ce que toi, Julien, tu as une façon un peu, comment dirais-je, réduite, condensée voilà, de c'est quoi finalement traduire un bouquin. Ah, c'est à la fois très large et très simple, hein. Concrètement, moi j'aime bien, avec l'expérience aujourd'hui, quand c'est possible, commencer sans avoir lu le bouquin au préalable. Ok. Parce que je trouve ça plus agréable, on découvre le texte au fur et à mesure. C'est plus agréable que de traduire un texte qu'on connaît déjà. Et puis ça permet de suivre aussi, paradoxalement, on peut se dire oui, mais alors au niveau de la cohérence générale, etc. Eh ben, ça permet de suivre, d'être peut-être plus proche du lecteur euh, que du traducteur. On est à la fois le lecteur et l'auteur, et ça permet de cheminer à l'intérieur du livre en amenant les choses petit à petit, ce qui n'empêche pas après coup de revenir sur des passages, de corriger certaines choses et pour rendre l'ensemble effectivement cohérent. Voilà comment moi je travaille là actuellement, sachant après que ça fonctionne par première fois, quoi. Tout est une première fois à chaque fois, et en même temps, cette nouvelle première fois se nourrit de toutes les autres. Moi, j'essaye à chaque fois que je travaille sur un bouquin d'apprendre des choses, et alors ça peut aller de passer d'un genre à l'autre, ça peut passer par passer d'un lectorat à l'autre, d'adulte à jeune adulte, à la jeunesse, où on n'a pas exactement les mêmes techniques, le même rendu final. Ça peut passer par travailler, comme je l'ai fait avec Lucille et Axel Demoulin, sur un des albums, les albums Hachette illustrés avec les plans de vaisseaux qui s'apparentent presque plus à de la traduction technique. Mais en fait, tout ça se nourrit. C'est-à-dire on peut travailler sur des sujets, des bouquins qui ont l'air complètement différents, mais on apprend toujours quelque chose en termes de traduction, en termes de travail personnel, et ça s'applique toujours sur le bouquin suivant d'une manière ou d'une autre. Très intéressant. Sandy, c'est quoi ta vision de la même Alors activité? moi c'est simple, j'utilise la force. Ah, ok, ouais. Non, c'est c'est ça. J'ai pas pensé. Et oui. En fait, je me retrouve carrément dans ce que disait Julien, parce que à une époque, je lisais les romans avant de les traduire. Et en particulier pour dégrossir un petit peu certains passages techniques et puis prendre des notes de vocabulaire et, et faire des recherches techniques au préalable pour avoir le vocabulaire nécessaire pour traduire ça correctement. Et puis finalement, comme le dit très très bien Julien,
suivre le cheminement du lecteur, ça permet aussi alors d'un point de vue très très concret, de savoir ce qu'il ne faut pas révéler au lecteur. Par exemple, de savoir qu'à tel moment, le lecteur il est pas censé avoir telle information, telle chose. Alors, l'exemple parfait, c'était Kenobi, où il y a un personnage qui est vraiment très particulier, un pillard Tusken, qui a un secret vraiment très très spécifique. Et dis pas, il y en a peut-être qui n'ont pas lu encore. Je ne dis rien du tout parce que c'est une des immenses satisfactions de ma carrière d'avoir réussi à préserver le secret jusqu'au moment où il est révélé et donc d'être à la fois, comme disait Julien, lecteur et traducteur. Mais sinon, pour le reste, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de secret parce que effectivement, on peut tomber sur. Moi, j'aime beaucoup traduire John Jackson Miller. J'ai traduit Kenobi, j'ai traduit Chevalier errant, on va chercher le titre, qui était très sympa. Et voilà, c'est un style qui me correspond très très bien. Et puis à côté de ça, donc ça se traduit comme si je faisais des mots croisés. Ça se fait tout seul, spontanément. Tu vois, je tricote en fait. Et à côté de ça. Ouais, je suis dans le flow, tu sais. Il y a ce moment où voilà, ça se déverse tranquillement, et puis après à la relecture, tu corriges quand même un petit peu parce que tu te dis que t'as été un peu laxiste. mais en général, ça se passe pas mal. Et à côté de ça, j'ai traduit un jour une nouvelle de Christie Golden, et là, ça a été mais une prise de tête incroyable, quoi. Parce que quand je lisais la nouvelle, c'était limpide. Et j'étais la prose me paraissait complètement inextricable et très très difficile à reproduire telle quelle avec le style de Christie Golden, alors que c'est pas un style très ampoulé non plus, mais j'ai eu énormément de mal. Donc voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et il y a des auteurs avec lesquels on a plus d'affinité. Je sais pas d'où ça vient en particulier. Il y a des auteurs qui vous plongent dans le flow et pour lesquels on tricote. Et il y en a d'autres pour lesquels il faut se détricoter le cerveau avant de pouvoir poser les choses sur le papier. Lucille, un truc à ajouter là-dessus? Ouais, en fait, c'est ça, c'est que d'un livre à l'autre, on va avoir des techniques différentes. Bon, déjà, d'un traducteur à l'autre, forcément, on fait pas pareil. Et après, même d'un livre à l'autre, ça peut évoluer. Et moi aussi, avant, j'essayais de lire le livre et je le fais plus. Alors, la raison principale est que je n'ai absolument pas le temps en général. Vu dès qu'on a lire le bouquin avant, c'est juste pas possible. Mais je suis tout à fait d'accord avec Julien qu'il y a un plaisir, en fait, à ne pas savoir la suite et de maintenir le suspense. Au-delà d'être comme à la place du lecteur, il y a aussi que ne pas savoir la suite, ça nous tient en éveil en fait et ça nous donne envie d'avancer. Mais par contre, c'est le dernier là, celui de la Haute République qu'on a traduit avec Sandy, donc La Lumière des Jedi. J'ai pas pu m'empêcher, je l'ai lu avant parce que j'étais vachement prise, j'étais happée par le récit et que j'avais vraiment envie Mais je d'avancer. te comprends tellement parce que celui-là, enfin moi, il était tellement palpitant dès le début. Tu vois, chaque chapitre en fait, à chaque fois que je m'arrêtais de bosser, mais j'avais hâte d'être au lendemain, de reprendre la lecture et la traduction parce qu'il était vraiment exceptionnel. Moi, j'ai pas réussi à me retenir, tu vois. Et du coup, voilà, donc différentes méthodes à chaque fois. Après, ce qui peut être intéressant de dire, c'est le temps qu'on met pour traduire un roman. Moi, j'ai calculé que je mettais entre 2 et 4 mois. Je suis plutôt très lente, donc je suis plus proche du 4 mois que du 2 mois. Après, il y a de temps en temps, on a des délais très très courts, et voilà. Sandy et Julien, tous les deux, ils sont super rapides. Hein. Donc ils peuvent vous traduire un roman en 2 mois, ils sont très très doués pour ça. Mais moi, c'est pas ma spécialité. On a les Speedy Gonzalez de la traduction. Ouais. Bah, si Sandy est force sensitive et pas nous, forcément, ça explique beaucoup de choses. Mais sinon, après un autre petit détail de traducteur, moi, quelque chose que j'ai compris et qui m'aide bien, c'est que quand on bloque sur un passage, c'est vraiment de surligner le passage, de mettre un premier essai, même si on trouve que c'est pourri, et d'avancer. Et en fait, ça, une fois que j'ai compris ça m'a vachement libérée, surtout avec toujours cette histoire de syndrome de l'imposteur, là. Bon, là c'est pourri, mais on sait qu'en revenant dessus, après on va trouver un truc génial. Et en fait, ce qu'il faut, c'est faire confiance à la personne à toi-même, qui va te relire et te dire non mais moi dans une semaine, il va trouver un truc génial, t'inquiète pas, t'avances et c'est bon.
il y a un petit côté jeu vidéo là-dessus. Tu sais, quand tu bloques sur un niveau Mais oui, pendant des heures, et puis finalement tu craques, tu vas te coucher, et le lendemain matin, tu le passes du premier coup, quoi. Comme si ton cerveau avait travaillé pendant la nuit. Et ça fonctionne aussi comme ça. Il y a une traduction, comme c'est un travail au long cours dans lequel on baigne tous les jours. Ça reste une tâche de fond, et effectivement, comme elle le dit très bien, on arrive à solutionner des choses. Et souvent de manière très satisfaisante par rapport carrément. au blocage qu'on pouvait avoir au oui, départ. oui. Ouais, le temps de la relecture qui dure, alors moi je sais pas pour vous, mais moi c'est à peu près 2-3 semaines, la relecture du roman. Oui. Parce que j'aime pas trop relire au fur et à mesure, je fais plutôt à la fin. Et en fait, elle est super agréable cette période-là. En fait, c'est très agréable parce que déjà, on se surprend soi-même en se disant ah tiens, j'avais trouvé ça, c'est pas mal comme idée de trad et tout. Et puis il y a des moments où on bloquait, où là, ça coule tout seul. Et en fait, c'est vraiment moi je trouve que c'est le moment plaisir de la trad. Ah, mais complètement. Ça me rappelle ce que disait des proches. Il disait, je n'aime pas écrire, j'aime avoir écrit. Et moi, j'aime bien avoir traduit. Et après, je me relis. Effectivement, c'est ce moment où tu peux te débarrasser en partie de ton syndrome de l'imposteur, parce que tu te dis, ah, c'est quand même pas mal ce qu'il a écrit, ce mec-là. C'est moi. Exact. Ouais. Et qu'est-ce qui fait la spécificité alors de la traduction d'un roman Star Wars? Vous avez un petit peu abordé la question avec vos différentes expériences et notamment la technicité, j'imagine. Mais du coup, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui fait le sel de la traduction d'un bouquin de la saga, ça me ferait bien plaisir d'en apprendre un petit peu plus là-dessus. Donc je propose, tiens, à Lucille de garder le micro et de nous en dire un peu plus sur la question. Alors moi, il y a un mot qui viendrait tout de suite, c'est terminologie. Voilà, la singularité d'un roman Star Wars dans la traduction, c'est ça, c'est le glossaire, quoi. C'est le fait qu'il y a une montagne de termes qui dans chaque bouquin, et que cette montagne de termes, elle n'est pas forcément à inventer. Il y en a certains qui sont à inventer, donc ça c'est presque facile et rigolo. Mais par contre, il y en a énormément en fait qui ont déjà été utilisés dans les films, mais aussi dans tous les bouquins, donc dans les dizaines de bouquins qui ont précédé. Et il faut aller retrouver comment ils ont été traduits avant. Et ça, c'est la grande blague. Et c'est passionnant en même temps. Ça nous transforme en une espèce d'archéologue de la terminologie. Et on a plein d'outils qui nous aident à le faire. Des outils qui existent en ligne, et puis des outils qu'on a créés aussi entre nous pour nous faciliter la vie, et puis aussi pour que il y a une cohérence ensuite, même entre les éditeurs. Donc, on pourra reparler si vous voulez là-dessus, mais donc voilà, c'est vraiment la spécificité pour moi. Mais est-ce que tu as un exemple très précis en tête pour nous aider à comprendre un petit peu à quel point tu peux aller loin dans l'archéologie ou En fait, un bête droïde prend un nom de Ouais. droïde, il va avoir un nom, il faudrait que je trouve une idée, mais bon, un astromécano par exemple. Bon, imaginons que tu arrives, c'est la première fois que tu dois traduire l'astromécano. Donc, du coup, tu te demandes, mais comment est-ce que ça a été traduit autrefois? Donc, tu vas aller chercher dans Wikipédia, tu vas aller chercher la fiche de l'astromécano, donc en anglais bien sûr. Et puis là, tu vas voir qu'il a un lien vers le wiki français. Alors ça, c'est quand tout se passe bien. Ça c'est quand la force est avec toi, ouais. Voilà, c'est ça. Et là, pim, tu tombes sur l'affiche Droïde Astromécano, merveilleux. Ils te disent que enfin, voilà, tu vois dans l'article que c'est vraiment un terme qui est utilisé dans plein de livres et tout, parce que ça, c'est pratique, tu as toutes les sources. Mais parfois, tu n'as pas la fiche française. Du coup, il faut aller chercher dans d'autres encyclopédies en ligne, voir si ce terme-là existe. Ensuite, tu te dis, bon, attends, si je le trouve pas, alors je vais essayer. Peut-être que ça s'appelle un astrodroïde. Alors, tu tapes astrodroïde et puis tu cherches comme ça, en fait, en faisant des petites tentatives à l'aveugle, quoi. Là, tu vas peut-être tomber sur des fiches, mais de trucs inconnus. Enfin, tu vois, tu as 2-3 sites qui vont parler d'astrodroïde, mais là, tu vas vite te rendre compte que non, c'est pas très sérieux, ces sites-là, donc tu vas aller chercher ailleurs. Ensuite, tu retournes sur Wikipédia, tu vois qu'il est apparu dans tel bouquin de Luceno, et alors donc tu vas te dire, bon, alors le bouquin de Luceno, je vais aller voir telle page. Donc, parce que tu peux faire des recherches comme ça, tu peux savoir à quelle page le terme apparaît. Donc si tu as le livre dans ta bibliothèque, tu peux aller chercher dans la version française à quelle page il est et quel mot a été utilisé, tu vois. Donc
Mais ça, c'est pour les termes qui sont compliqués et qui n'existent pas déjà dans nos glossaires. Parce que comme je te disais, en fait, on a créé des glossaires dans lesquels on a plusieurs milliers de termes qui ont déjà été établis, et voilà, avec les différentes trades, on a choisi la trad qu'on utiliserait à partir de maintenant, et en mettant les sources à chaque fois pour justifier. Et voilà, à chaque nouveau bouquin, on a une centaine de nouveaux termes à ajouter à ce glossaire, quoi. Une centaine, carrément. Ouais, carrément, ouais. Une centaine, voire plus, hein, parce que des fois tu tombes sur des bouquins qui sont très très denses et où tu vas rajouter non seulement des termes qui sont spécifiques au bouquin, mais certains qui n'avaient pas été inclus au glossaire jusque-là et que tu inclus pour futures références, quoi. Ok. Et t'as un exemple, encore une fois? Question un petit peu bête à chaque fois, mais... Alors, non, mais j'ai un exemple de terme, moi, qui me posait problème au début, c'est speederbike. Ouais. Tu vois, Ok. speederbike, c'est traduit par motojet dans les films, c'est traduit par motospeeder, et parfois c'est pas traduit selon les œuvres. Donc là, tu peux te poser la question, mais comment je fais, quoi? Et alors, ce que Lucille ne dit pas, par modestie, c'est que c'est elle qui a beaucoup poussé pour que on ait un glossaire qui soit harmonisé, voire qui soit harmonisé entre éditeurs, de sorte qu'on n'ait plus ce genre de problème-là, qu'on n'ait plus d'un côté speederbike, d'un côté motospeeder, et d'un côté motojet, tu vois. Et ce taf-là, ça devient phénoménal parce que tu as d'une part donc toutes les œuvres, il y a les films, il y a les séries, il y a les bouquins, il y a les comics, mais il y a aussi tous les sites de fans qui ont fait leur petite popote dans leur coin et qui ont établi des termes qui deviennent dont on peut croire que ce sont les termes officiels, mais qui en fait sont simplement parfois une mauvaise traduction, quoi. Donc c'est un travail énorme vraiment, ce glossaire. Voilà, là c'est un truc, un outil vraiment super utile. Ouais, et puis ça a été arrêté à un instant T, en fait, parce que le problème, c'est que là, on est face à une saga dont il sort des livres depuis plus de 25 ans en France. Et donc, depuis plus de 25 ans, on traduit les choses différemment, en fait, d'un livre à l'autre. Et ça, c'était plus possible parce que nous, quand on cherchait, on allait trouver un terme, on allait voir qu'il allait être traduit de la même manière depuis 10 ans, mais il y a 15 ans, on le traduisait autrement. Enfin, voilà. Donc, il y avait toujours cette difficulté de dire, bon, oui, mais on s'appuie sur quelle temporalité. Et donc là, ce qu'on a fait avec ce nouveau glossaire qui a été validé par Disney, etc., qui a été donc établi pour tous les éditeurs, c'est qu'on a dit, ben voilà, à partir de maintenant, on fait un choix que Wookiee, ça sera toujours avec 2 E à la fin, et parce qu'il y a eu un moment où on a écrit Wookiee avec un seul E, ça a fait partie de ces trucs comme Dark Vador qui sont restés, que les fans y tenaient et tout, et puis finalement de se dire, bah non, il n'y a pas de raison que Yann Solo continue à s'appeler Yann Solo, donc il va s'appeler Han Solo comme l'original, C3PO comme l'original, et les Wookiees vont garder leurs 2 E, voilà. Il y a juste Dark Vador qui est resté Dark Vador, parce que ça c'était indéboulonnable, mais sinon voilà, il y a eu des choix qui ont été faits comme ça, et parfois on regrette, tu vois, il peut y avoir certains choix où on n'aurait pas forcément fait cela, mais l'intérêt, c'est qu'on a un truc final qui est commun et qui a été arrêté une fois pour toutes, noir sur blanc, quoi. Et en plus de ce glossaire, on a fait une charte qui permet d'établir aussi plein de règles pour la traduction, par exemple, des grades militaires, ou pour la féminisation des noms, justement, de grades, ou pour l'usage. Les noms des aliens, pardon. Les noms des aliens. Voilà, s'il y a une nouvelle race d'aliens, comment est-ce qu'on la traduit? Alors, on a établi que pour tel type de terminaison, on allait traduire comme ça, ou pas traduire. Et donc, du coup, est-ce qu'il y aura un féminin ou pas? Est-ce qu'il y aura, quand le nom de l'alien ne porte pas de S au pluriel, est-ce que nous on le fait ou pas? Voilà, donc on a pris des décisions comme ça, ainsi que pour les majuscules, et c'est vachement utile. C'est vachement utile qu'on sache qu'on part tous du même document. Ouais, je comprends mieux pourquoi vous pouvez rajouter plus de 100 termes par bouquin maintenant. Merci pour cette précision. Est-ce que, Julien, toi, tu as d'autres trucs à ajouter sur ce qui fait un petit peu la singularité de la traduction
d'une œuvre, d'un bouquin Star Wars. Oui, bah, hormis la Termino, parce que c'est vraiment, vraiment le gros morceau, et on saluera jamais assez le boulot qu'a fait et continue à faire Lucille dans le domaine, parce que c'est vraiment un travail de titan. Il y a les allusions aussi, les allusions soit des dialogues de films, soit des événements précis qui peuvent nous échapper parfois, qui n'échappent pas à Lucille en général non plus. Et puis je Mais salue aussi, on a un relecteur en fait qui s'appelle Renaud Thomas et qui relie qui relie aussi la VO avec la VO et c'est vachement utile et lui il a l'œil aussi pour ces petites références là donc voilà, merci Renaud. Et puis peut-être un aspect positif qui est aussi spécifique à Star Wars, mais qui rejoint ce qu'on disait avant, quoi. Moi, quand j'ai commencé là avec Phasma, qui est en marge de l'histoire principale, dans le premier chapitre ou le deuxième, la protagoniste joint Leia par radio. Et moi, ça m'a fait ma journée, quoi, de me dire que j'ai traduit un dialogue de Leia, même si c'est deux répliques par radio. Voilà, voilà. c'est ce qui fait tout le sel de traduire du Star Wars. L'impression de donner une voix à ces personnages, c'est ça c'est là-dessus que tu voulais revenir? Je sais pas, moi, tu sais, comme je le disais au début, j'ai un rapport au départ profondément affectif, en fait, et qui date de l'enfance. Et ce qui est le cas, je pense, de la plupart des gens qui se retrouvent à travailler sur du Star Wars, et ce qui fait que chacun va s'impliquer d'une manière un petit peu personnelle, pas uniquement professionnelle, dans son boulot, quoi. En tout cas, les gens qui restent dans ce domaine-là. D'ailleurs, c'est ce qui explique assez bien Filoni et Favreau. Là, si vous avez l'occasion pour ceux qui ne l'ont pas fait, de regarder le making-of de la série Mandalorian de la première saison, il y a tout un tas. Enfin, c'est un nombre une dizaine 8 épisodes en fait, comme le nombre d'épisodes thématiques sur la musique, sur les effets spéciaux, sur le scénario, sur les acteurs, etc. Et on voit que dans tous les domaines, tous les gens qui travaillent sur la série, quel que soit le niveau, s'impliquent de la même manière et un peu pour cette raison-là, quoi. C'est pas tellement une fierté il y a une fierté à participer, mais c'est surtout je sais pas comment exprimer ça, mais l'envie de bien faire. Faire plaisir. Faire plaisir à l'enfant qu'on est, quoi. Ouais. Et le respect du matériau. Et c'est exactement, tu vois, ce que tu dis sur Leia, moi ça me l'a fait, c'était pour un dialogue. Il y a Han et Chewbacca qui interviennent dans un bouquin de Death Troopers. Tu sais, le truc avec des zombies. Et la première fois que j'ai traduit la première réplique de Han Solo, mais mon premier réflexe c'est d'aller sur Facebook et de dire j'ai traduit Han Solo. Tu vois, tu as l'impression, on ne s'empare pas du truc parce que c'est vachement plus grand que nous, mais voilà, on a mis la main dedans, et on l'a touché de près et on a participé, et c'est super émouvant, quoi. Quand tu le fais, quand tu vois le bouquin qui sort, quand tu te dis alors une anecdote à la gomme, quand Kenobi est sorti, le roman, il y avait une erreur d'impression à l'intérieur, et c'était pas marqué traduit par Sandy Julien sur la 4e de couve, c'était marqué à l'intérieur. Et je vous jure, quand j'ai reçu le bouquin, mais j'avais les larmes aux yeux, quoi, de dire il y a pas mon nom dessus. Alors c'est ridicule, quoi, mais maintenant voilà, c'est important de dire j'ai participé, j'ai essayé de redonner un peu à la trilogie et à Star Wars en général ce que Star Wars m'avait apporté. Ouais, et d'ailleurs aussi un petit truc très très gratifiant, c'est quand tu vas sur Amazon et que tu regardes sur le côté gauche, tu sais, t'as le nom des auteurs, alors tu vas dans les livres Star Wars, et là tu te retrouves au milieu des noms des auteurs, quoi. Et une fois, je me suis retrouvée en dessous de George Lucas. Et alors je peux te dire que j'ai fait une impression écran et que je me suis gardée dans un petit coin parce que ça valait tout, quoi. Et non, ça c'est un bon tout à fait. Mais sinon, oui, je voulais rajouter un autre truc qui fait la singularité d'un roman Star Wars, je crois que les garçons vont être d'accord avec moi, c'est la traduction de bataille spatiale. Ah oui. Donc, oui. Et en particulier les dogfights. Ouais. Ça, il y a rien de pire en fait au monde. En même temps, on a envie de réussir à faire un truc sympa et qui soit bien, enfin voilà, que ça soit compréhensible et tout. Mais qu'est-ce que c'est dur, Mais moi, j'avais traduit des romans Warhammer 40 000.
enfin des nouvelles, pas des romans entiers, quoi. Et Warhammer 40 000, c'est 75% de bataille spatiale, quoi. Et les 25% qui restent, c'est des mecs qui se tapent dessus. Tu vas faire plaisir à Thibaut, c'est un fan aussi. C'est vrai. Effectivement, on a même un deuxième podcast, on pourra t'inviter pour parler de la traduction de bouquins Warhammer, du coup, voilà, on sait déjà. Et voilà, le rendez-vous est pris. Mais ouais, alors, du coup, quand t'arrives dans Star Wars, finalement, tu te dis, ouais, ça va, quoi. Ça va être possible, ça va être plus facile que dans Warhammer, en tous les cas. L'échelle est peut-être un peu plus mesurée, mais j'imagine que c'est difficile à traduire parce que c'est peut-être aussi difficile à écrire dans le sens où l'espace, c'est vraiment le... Enfin, je sais pas, je me mets à la place. Autant un réalisateur ou même des développeurs de jeux vidéo ont cette espèce de. Voilà, on l'image pour eux, quoi. Mais écrire une bataille spatiale, là où c'est difficile, c'est que dans l'espace, il n'y a pas vraiment de référentiel, même si on a tous une idée de c'est quoi les batailles spatiales de Star Wars. Où est le haut, où est le bas, c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, comment ça se passe. J'imagine que traduire une bataille spatiale, surtout si elle n'est pas narrée depuis un cockpit bien ou un vaisseau bien précis, ça peut être très vite effectivement compliqué, quoi. Dès que l'élément tactique entre en jeu, ça devient compliqué. Je me souviens dans Chevalier errant, à un moment il y a une bataille, je crois qu'ils sont dans un cratère et t'as plein de troupes qui se tombent dessus, quoi. Et là à un moment j'étais complètement paniqué. Je me dis mais attends, ils sont devant la crête et alors les autres ils sont au sud, ils sont à l'est. Résultat des courses, j'étais obligé de faire un petit plan sur mon tableau pour comprendre ce qui se passait. Et quand tu fais un plan, d'un seul coup tu déstresses parce que tu comprends effectivement la façon dont l'espace est agencé et tu arrives à adapter la prose anglaise et en faire quelque chose de compréhensible, quoi. Mais ouais, les batailles, ça reste quand même des grands moments de solitude, hein, pour le traducteur. Mais c'est sûr aussi que l'anglais, en fait, fonctionne de manière très différente du français dans ces descriptions-là. C'est-à-dire que l'anglais travaille, enfin, tous ces verbes fonctionnent avec des prépositions et genre up, down et over ou des choses comme ça qui font que avec le verbe va le mouvement et la direction. Et en fait, nous en français, on n'a pas ça. Et donc, il faut toujours trouver un moyen d'expliquer dans quel sens on va. Et en effet, voilà, on peut être vite perdu dans l'espace. Et nous-mêmes, en le disant, en fait, parfois, on dit attends, je vais relire la phrase. Je suis pas sûre d'avoir tout compris exactement. Et puis il y a une surenchère aussi entre les auteurs, parce que chaque auteur Star Wars sait qu'il aura sa bataille spatiale à raconter, et donc chacun va essayer de trouver une autre façon originale de raconter ça, et donc on se retrouve parfois avec des trucs qui sont complètement, enfin voilà, c'est super loufoque, quoi. Après c'est chouette, une fois que c'est fait, c'est le genre de truc, t'es content de la relire, une fois que c'est terminé, et là tu te dis ah ouais c'est cool, mais alors qu'est-ce que c'est chaud, enfin sur le moment tu fais une ligne en 20 minutes, quoi, c'est l'horreur. Mais c'est ça, c'est vrai qu'à la relecture, après, c'est une des plus grosses satisfactions que j'ai pu avoir, moi, de lire ces trucs où tu passes, mais je sais pas, une demi-heure sur une phrase, en vrai, hein, une demi-heure de 30 minutes. Et après, quand tu lis la page entière en 30 secondes et tu te dis, ah ouais, ça passe quand même pas mal, quoi. Et là, c'est une vraie grosse satisfaction, ouais. Julien, il y a d'autres choses qui te donnent du fil à retordre de ton côté? Non, c'est vrai, les scènes d'action, les batailles, ouais, c'est vrai que c'est les deux plus gros morceaux, je crois, en dehors de ce qu'on a déjà évoqué. Et dans ce qui fait plus plaisir alors, puisque tu es un peu la voix de la sagesse depuis le début de ce podcast, en nous rappelant qu'il y a aussi un plaisir dans la traduction. Outre donner une voix à tous ces personnages que tu as appris à connaître depuis toutes ces années, est-ce qu'il y a un petit kiff ailleurs? Peut-être là, plus particulièrement avec la série de bouquins Haute République, là, il y a vraiment un plaisir différent qui est d'être au départ de quelque chose de nouveau. Alors, c'est à la fois pouvoir lire les bouquins avant tout le monde, et puis connaître un petit peu le déroulé de tout ça, et puis avoir aussi un regard sur la cuisine interne d'un projet aussi gros que ça, de voir comment les éditeurs américains vont se coordonner entre l'éditeur jeunesse, l'éditeur adulte et young adulte, les comics, etc. Comment se met en place une telle opération, sachant que suivant la réception publique de la première vague et puis de la seconde, ça donnera peut-être lieu à des développements plus importants au cinéma, à la télévision, etc. Donc là, d'être au départ de ça, c'est vraiment un plaisir supplémentaire, oui. Lucille, en tant que directrice du coup de collection, comment s'est passé un petit peu l'accueil de cette nouvelle
de la Haute République d'un point de vue, justement, on parlait de bataille, mais justement tactique. Quand on t'annonce que du coup, on va développer, Star Wars va développer cette nouvelle saga essentiellement littéraire dans un premier temps, qui va connecter tous les éditeurs, des romans et des comics, qui nous emmène 200 ans avant la menace fantôme, avec de tout nouveaux personnages, de tout nouveaux antagonistes, de nouveaux endroits. Est-ce que quelque part c'est le rêve de de tout éditeur de recevoir ce cadeau de la force, ou est-ce qu'au contraire ça se transforme très vite en cauchemar quand on se voit confier un petit peu tous ces bouquins, cette coordination avec d'autres éditeurs, parce qu'on imagine que vous avez dû aussi travailler par exemple avec Panini Comics qui va éditer les comics de la Haute République. Comment s'est passé un petit peu tout cet exercice jusqu'à présent? Ouais, c'était super enthousiasmant. En fait, moi, j'arrive pas à me départir, enfin, j'arrive pas à faire la part entre l'éditrice et la fan, en fait. Donc, en fait, mon premier réflexe, c'est toujours la fan qui va la voir. Ma première réaction, ça va être ça. Et donc, à la fois de me dire, c'est génial, c'est gigantesque, c'est énorme, et en plus, on va avoir les premières loges. Donc ça, c'est top. Et après, bien après, de me dire, ah ouais, mais en fait, ça va être un boulot monstre, et ça va être juste impossible réussir à faire les choses en temps et en heure, et de les sortir de façon à ce que les fans attendent pas trop et tout. Mais ça vient vraiment après. Et c'est une chance, je pense, parce que du coup, c'est un carburant, quoi. Et ça t'aide à avancer, pas trop regarder aux difficultés, puis tu sais qu'on trouvera des solutions. C'est ce qui est top aussi, par exemple, avec Panini, c'est aussi des fans de Star Wars. On sait que tout le monde va vouloir faire le meilleur travail possible, donc on sait qu'on va trouver un moyen euh, pour, euh, pour s'accorder, et puis que les gens regardent pas trop autant qu'ils consacrent à ça. Que voilà, c'est des gens avec qui tu peux parler le week-end pendant tes temps libres, à discuter, à parler de tel point. Enfin voilà, tu sais que ça fait aussi partie de leur passion. Donc, c'est beaucoup plus relax en fait que si on travaillait seulement aux heures de bureau, et puis qu'il fallait faire rentrer dans ces heures de bureau les trades de Star Wars, ça marcherait pas, on n'y arriverait pas, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, donc non, c'est super enthousiasmant. Et puis c'est vrai qu'avec l'historique de Star Wars et l'épisode 9, la fin de la saga Skywalker, on avait envie tous, je pense, de prendre un bol d'air frais, euh, quelle que soit la façon dont on a accueilli la postlogie. Moi, j'ai vraiment aimé, en fait, 7, 8, 9. J'ai plein de choses que je lui reproche aussi. Mais j'ai pris du plaisir. Mais en même temps, j'ai eu aussi un plaisir là, à me dire, bon, allez, maintenant, on passe à autre chose. Et, euh, et du coup, cette Haute République m'a fait très, 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 très plaisir pour ça. Et je sais qu'elle enthousiasme aussi de manière uniforme, c'est-à-dire qu'elle va enthousiasmer les gens qui ont un peu laissé tomber les romans Star Wars depuis quelques années, ceux qui n'ont pas trop aimé les films, ceux qui ont aimé les films aussi sont enthousiasmés. Donc c'est chouette parce qu'on se retrouve un peu avec une unité autour de ce projet. Donc voilà, pour moi c'est plein de perspectives très réjouissantes. Cool. Pour les gars, j'imagine que c'est la même chose, mais je vais embrayer un petit peu sur une idée un peu plus précise. J'ai vu au fur et à mesure de la promo de la Haute République, de High Republic du côté ouest de l'Atlantique, que des auteurs par exemple comme Cavan Scott relayaient pas mal en fait les efforts de traduction des différents pays en fait qui comme nous ont reçu la nouvelle avec enthousiasme, mais qui comme vous par contre traducteurs ont dû taffer quelque part en un temps un petit peu record, j'imagine, puisque l'idée, c'est quand même que le monde découvre cette nouvelle ère de Star Wars à peu près au même moment. Alors, l'épidémie de Covid est passée par là et ça a un petit peu retardé la sortie de cette nouvelle génération d'œuvres Star Wars. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque part une équipe créative qui est unie autour d'un même projet et qui dépasse même un petit peu les frontières qui peuvent encore de nos jours, je trouve, quand on parle de Star Wars tout particulièrement, parce que c'est une franchise multimilliardaire, crée pas mal de distance en fait avec l'œuvre elle-même ou même
ces créatifs, ces auteurs. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, par exemple, Julien, Sandy, de voir cet auteur-là, si vous avez l'anecdote en tout cas, relayer un petit peu les efforts de tout le monde. Je pense que notamment l'exemple c'était autour de la station spatiale qui s'appelle en VO la Starlight Beacon, que je crois que vous avez traduit sous le terme de flambeau stellaire, si je ne dis pas bêtise. Mais voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une forme de respect, de remerciement, à votre avis? Alors moi j'ai pas suivi l'affaire en particulier et je me suis pas trop renseigné là-dessus, mais je pense que c'est pas simplement un respect, ça tient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que on participe tous, on est tous un petit rouage de la machine Star Wars, et on n'est pas simplement des rouages qui sont écrasés, tu vois, par un truc pesant, quoi. C'est voilà, chaque rouage a une importance, et voilà, tu as, quand tu lis des making of ou des choses pareilles, on te parle des accessoiristes, on te parle d'absolument tous les techniciens de plateau, et voilà, on sait que tout le monde est important dans cette chaîne-là pour réaliser quelque chose d'aussi immense que Star Wars, quoi. Donc voilà, c'est super gratifiant d'apprendre ça, et ouais, ça fait vachement plaisir, quoi. En fait, juste pour rappeler l'histoire, en fait, au moment où on a annoncé que Starlight Beacon s'appellerait Flambeau Stellaire, au moment de la présentation de notre programme, donc ça a été tweeté, Flambeau Stellaire, etc. Et en fait, Cavan Scott, qui est donc un des 5 auteurs de la Haute République, celui qui a fait les BD adultes, les comics adultes, et qui va faire le 2e tome de romans adultes, eh bien, il a retweeté ça en disant qu'il était à fond pour le flambeau, qu'il trouvait ça super comme nom, et voilà. Donc, ouais, c'était très touchant. Trop cool. Ouais, sur son blog, il a même depuis relayé un petit peu les différentes traductions qu'il y a pu avoir en allemand, en français. Et j'ai l'impression que ça participe vraiment à cette énergie que dégage aujourd'hui la Haute République. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, on n'a pas encore, nous, autres lecteurs, eu l'occasion de la découvrir, en français en tout cas. Mais c'est vrai que ça m'a toujours donné l'impression d'une espèce de petite famille au sein de la grande famille Star Wars, et qui reste très consciente en fait à la fois des limites, mais aussi de toute la créativité justement qui peut se dégager de la part des œuvres Star Wars purement littéraires en fait. J'ai un peu l'impression que souvent on essaye de faire en comics ou en roman ce qu'on a déjà au cinéma et qu'on peut pas faire aussi bien, et quelque part c'est plus intéressant d'arriver avec une saga dans la saga, montrer que les auteurs sont très impliqués et qu'ils se sentent eux-mêmes impliqués aussi au-delà des frontières quand ils voient leur bébé être récupéré avec la même passion dont on parle depuis le début du podcast. Je pense que ça, enfin, en tout cas, si j'étais à votre place, ça m'inspirerait une certaine forme de confiance, mais je ne sais pas si vous le percevez comme ça. Ouais, avec Cavan Scott, c'est quelqu'un qui est très humble. Et voilà, donc c'est pas du tout de la promo en fait, hein. Quand il fait ça, c'est vraiment un respect et une façon en fait de mettre en lumière le travail de l'ombre, et comme disaient les garçons, quoi, vraiment ce travail auquel on participe tous un peu à notre humble niveau. Et je pense que le travail d'auteur, c'est souvent un travail très solitaire. Traducteur, c'est pareil. On est vraiment chez soi, dans notre bureau, à travailler, on rend notre travail, et ensuite c'est d'autres qui prennent ce travail et qui en font un livre. Et parfois, on peut être vraiment assez isolé. Et je pense qu'ils ont fait l'expérience, les auteurs, là, en travaillant en équipe, qui avait vraiment quelque chose de passionnant à vivre. Et du coup, d'étendre cette expérience aussi aux traducteurs et aux autres éditeurs, je pense que ça leur a semblé naturel, en fait, de nous inclure aussi, parce qu'ils avaient fait cette expérience-là, que c'est quand même cool quand on échange, en fait, sur ce travail commun. Et il y avait moins ce côté solitaire, je pense. Oui, clairement, je pense que ça a rassemblé tout le monde derrière du coup une nouvelle époque de Star Wars. Et justement, je voulais savoir un petit peu, selon vous, quels étaient les enjeux en fait de la traduction très précise des premiers bouquins de la Haute République. Est-ce que Julien, tu veux commencer avec peut-être une idée d'un enjeu en particulier, ou un truc qui t'a marqué dans ce projet-là, outre le fait d'être parmi les premiers à le lire? Et nous t'envions,
grandement. Ah bah c'est la liberté qu'il y a pour tout le monde en fait, notamment pour les auteurs. Alors il y a des cadres qui ont été donnés visiblement, hein. Ça a été fait, ça a été réfléchi de manière collective, mais chaque auteur a ensuite la liberté de raconter sa propre histoire. Euh, je- ce qui est très intéressant, c'est qu'on est à la fois en territoire connu et inconnu. On est dans le contexte Star Wars, on a des Jedi, on a des sabres laser, etc. On a des vaisseaux qu'on connaît ou qui sont les prédécesseurs de ceux qu'on connaît. Et puis en même temps, ben voilà, on sort du canon des 9 films que certains pourraient juger être devenus pesants avec le temps, hein. Moi, la dernière trilogie me fait l'effet d'avoir enfin bouclé ça. Et il y a ce souffle-là qu'on retrouve dans la Haute République, à savoir, il y a réellement un nouveau départ, et un nouveau départ qui est pas encombré, vu que ça se passe avant tout le reste, qui est pas encombré par ce qui a déjà été fait. Alors il faut pas, il faut évidemment que ce soit cohérent avec la suite, mais vu que ça se passe dans une galaxie entière, dans un univers entier, il y a suffisamment de place et de temps pour pouvoir raconter un petit peu ce qu'on a envie. Donc c'est cette liberté-là, ouais. Et puis aussi peut-être de voir l'évolution, alors notamment en jeunesse, parce que moi j'ai plus travaillé en jeunesse et en young adulte sur la Haute République, de voir comment le choix des personnages évolue. C'est-à-dire que voilà, on a de plus en plus de filles, notamment de personnages féminins, et puis c'est de plus en plus inclusif dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau des façons de penser, au niveau de la représentativité, des différentes couleurs de peau, là dans une épreuve de courage par exemple, on a une petite fille géniale qui a beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour les gens qu'elle fréquente. Donc elle est vraisemblablement, c'est pas dit comme ça, mais autiste à haut potentiel, quoi. Et elle va avoir des enjeux qui influent dans l'histoire en fonction de ce caractère précis. Donc voilà, c'est une des faces. Moi, c'est les deux choses que j'ai remarquées, mais j'ai pas un recul non plus de plusieurs années, hein. Mais Oui, oui, notamment cette ça serait liberté, bizarre. quoi. Notamment Tu cette aurais déjà liberté la là machine à voyager le temps. Et avec une réflexion aussi sur la vocation du Jedi. C'est quelque chose qui les travaille beaucoup, là, les auteurs. À se dire, voilà, comment est-ce qu'on s'engage pour toute sa vie sur quelque chose? Est-ce qu'on peut s'être trompé? Euh, et voilà, et on voit que c'est une période où l'ordre Jedi n'est pas encore trop sclérosé, il est pas encore assez souple. Il permet pas mal de choses en fait pour que justement des gens qui sont un peu en période de doute, en période de réflexion, puissent prendre un peu de distance. Et donc on voit qu'il y a toute une réflexion là-dessus qui est portée sur la force, sur les Jedi, sur comment est-ce qu'on utilise la force et comment est-ce qu'on l'utilise pour le bien, et aussi jusqu'à quelle limite, et aussi comment est-ce qu'on intègre les gens dans la République pour leur bien. Est-ce qu'on fait une pression, enfin, voilà, il y a toute une réflexion là-dessus sur cette notion d'exploration et d'intégration à la République. Je trouve ça vraiment intéressant. Sandy, toi, qu'est-ce que tu rajouterais? Moi, j'ai trouvé que c'était en fait, quand j'ai lu le premier la lumière des Jedi, quand je l'ai fini, je me suis dit, j'aurais voulu voir ce genre de choses-là dans la prélogie. Qui est le problème que j'ai avec la prélogie, c'est que finalement elle est très très sombre, et que et qu'elle donne une image des Jedi moi qui m'avait déçu à l'époque, parce que ça faisait tomber un petit peu les Jedi de leur piédestal, avec ce conseil qui est, comme disait Lucille, sclérosé, avec des dans un carcan très très complexe et très très restrictif. Et puis dans la lumière des Jedi, on a un ordre Jedi qui est flamboyant. Ça a un petit côté, moi ça m'a rappelé des romans de KPDP où on a ces personnages qui sont dynamiques, qui interviennent aussi dans la vie de tous les jours des gens de la galaxie. Il y a une scène dans la prélogie que j'aime beaucoup. Et c'est celle où Obi-Wan guérit le type qui est accro au bâton de la mort.
Il lui dit tu n'es plus accro au bâton de la mort. Et cette scène-là, j'avais lu un article dans un magazine qui était très pertinent et qui disait que ça nous donne l'idée de ce que font les Jedi en dehors des films, c'est-à-dire qu'ils se baladent et ils répandent le bien autour d'eux, même par des petits gestes, des petites choses très 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 anodines finalement. Encore qu'une désintoxication éclair, c'est peut-être pas si anodin que ça. Mais ouais, j'allais dire, je sais pas si c'est si bien que ça pour le mec qui reçoit cette désintox. mais voilà. Et moi j'ai besoin de voir plus de choses comme ça avec les Jedi. Et dans la lumière des Jedi, là j'ai eu carrément. Là pour le coup j'ai eu ma dose. Là on a des Jedi qui sont hauts en couleur, littéralement. Moi c'est ce qui me plaît aussi. C'est les Jedi de Alexandre Dumas. Ok, bien résumé. Je crois que eux avaient dit les chevaliers Jedi de la table ronde, c'était ça, je crois, le pitch de départ, les rendre plus chevaliers encore. Est-ce que tout ça n'a pas été un petit peu menacé? Alors j'imagine qu'avec le Covid, etc., ça a encore de nouveau relancé un petit peu la machine, mais par quelque part les attentes des fans et l'idée qu'on a très envie tous en même temps de découvrir cette nouvelle ère Star Wars. Est-ce que Lucille, par exemple, toi, tu as senti cette pression-là par rapport à cette nouvelle ère et l'idée d'envoyer les romans le plus rapidement possible? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous rattrapera quelque part dans les prochains mois? Et je vais d'ailleurs peut-être devoir vous libérer pour que vous puissiez aller bosser, parce que c'est pas le tout de parler, mais ça ne se traduit pas tout seul. Ouais, non, c'est sûr, enfin, et moi, encore une fois, c'était la fan qui a réagi en premier en disant, il faut qu'on les sorte tout de suite, en fait, en général, on a un délai de traduction qui est autour de 6 mois, 1 an, après la sortie d'un livre en VO. Et de temps en temps, on réduit ces délais. C'est le cas avec les novélisations, par exemple. En général, on essaye de les sortir très vite pour que ça coïncide avec la sortie du DVD, par exemple. Donc, ça nous permet de faire un petit événement. Et puis aussi parce qu'on va avoir le poche qui va sortir 1 an après. Donc si on n'a pas une détente assez rapide au début, on se retrouve avec le poche 2 ans après. Enfin, c'est un petit peu ridicule. Donc du coup, on s'est dit, là, c'est un peu comme les novélisations, il faut réagir tout de suite, au taquet et tout. Et puis, quand le Covid a poussé à ce que les sorties soient reportées, beaucoup ont dit, ah, bah, c'est bien, comme ça, les gens vont avoir le temps enfin, les traducteurs vont avoir le temps de bosser pendant ce temps, et puis on pourra les avoir en même temps, quoi. Alors, ça aurait été bien que ça soit comme ça. Mais en fait, les auteurs, ils ont profité aussi de ce temps, en plus, qui leur a été donné pour peaufiner leur texte, pour prendre plus de temps, et puis aussi les relecteurs et les éditeurs qui ont travaillé dessus, bah, ils ont fait d'autres urgences avant celle-là. Et du coup, nous, les textes, on les a pas eu si tôt que ça. Donc, il a vraiment fallu qu'on s'y mette, et c'est pour ça on a travaillé à 4 mains sur les 2 romans pour Pocket, pour qu'on réussisse à les sortir vraiment 2 mois seulement après la VO. Donc, Sandy et moi, on s'est occupés de La Lumière des Jedi, et Julien et moi, on s'est occupés de En pleine ténèbres, le roman Voyer. Donc voilà, donc il y avait une contrainte, c'est pas souvent qu'on traduit des romans à 4 mains. On a un autre binôme qui fonctionne très bien, c'est Axel et Nicolas, qui sont mariés à la ville aussi. Et en fait, ils travaillent très très bien ensemble. Elle traduit, lui, il relit, il a plus un regard d'auteur. Et voilà, ils travaillent à toute vitesse tous les deux. D'ailleurs, souvent, c'est eux qui font les novélisations, parce qu'ils travaillent très vite. Et donc, là, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose comme ça pour pouvoir être plus rapide. Mais alors, on n'a pas fait l'un traduit, l'autre lit. On a coupé les textes en 2. Et là, le gros travail, du coup, c'est au niveau de la continuité, de s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture, en fait, de style entre les deux. Et puis aussi qu'il y ait une vraie continuité au niveau des personnages. Alors bien sûr, le tutoiement, vouvoiement, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut bien suivre à la lettre, quoi. Et puis le glossaire qui se crée en fait au fur et à mesure qu'on avançait chacun de notre côté. Et on a utilisé des glossaires en ligne pour pouvoir bosser ça ensemble. On était souvent en contact pour échanger des idées, proposer des traductions. Et en fait, quand je voyais les auteurs de la Haute République qui échangeaient en disant bah voilà, tous les jours on s'appelle pour se donner des idées et tout, je me suis dit on a vécu un peu ça aussi à notre niveau, quoi. Oui. Ouais. Et puis l'autre difficulté, c'est que on n'avait pas les fiches Wikipédia pour la Haute République, parce qu'elles n'existent pas encore.
Voilà, quand on a des livres qui sont déjà sortis depuis 1 an, ben, on a déjà des super fiches très très développées qui te permettent de comprendre mieux un passage ou un individu. Enfin voilà, il y a des choses qui sont parfois pas très claires, mais les articles ils vont t'aider à faire le tri. Et là, on n'a rien, quoi. Donc il faut comprendre chaque chose avec le texte qu'on a devant les yeux, et ça peut compliquer un peu les choses. Après, bah voilà, comme on était 3, on pouvait échanger, on pouvait se dire, bah tiens, tel passage, je le comprends pas. Comment est-ce que toi tu visualises la scène? Comment est-ce que ça fonctionne? La station spatiale, toi tu la visualises comment? Les anneaux, ça ressemble à quoi? Enfin voilà, il y avait tout un travail de groupe qu'on pouvait faire qui nous a bien aidés. Vous confirmez, messieurs? Ah, complètement. Ça a été, enfin moi c'était ma première expérience de traduction comme ça en binôme, et ça a été super confortable parce que, alors malgré les conditions, notamment le temps qui était extrêmement limité, et au début on croyait qu'on allait recevoir le bouquin relativement dans les temps, quoi, et on a vu notre délai se réduire en peau de chagrin au fil des semaines, et je stressais au fur et à mesure chaque semaine en me disant oh là là, mais alors, une semaine de moins pour le traduire, on va jamais y arriver et tout. Et finalement l'expérience a été très satisfaisante et vraiment très confortable. Comme disait Lucille, le fait de pouvoir se concerter pour élaborer ne serait-ce que le glossaire de cet univers-là, c'était vraiment gratifiant. C'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un travail qui est très solitaire d'habitude. Donc effectivement, tes angoisses, tes questions, tu les gardes pour toi. Tu es plus ou moins satisfait de la manière dont tu y réponds, mais tant que c'est pas terminé, envoyé, relu, et que tant que tu n'as pas de retour, tu sais pas exactement quelle est la valeur de. Tu penses toujours qu'il est possible que tu te sois complètement planté, quoi. Et, là, c'était vachement agréable de travailler de manière collective. Travailler à plusieurs sur un texte, c'est une gymnastique, un exercice enfin, une gymnastique à apprendre, quoi. Mais le fait, comme disait Lucille tout à l'heure, qu'on puisse se consulter, qu'on puisse envoyer un message via Facebook à 10h du soir, c'est très appréciable, quoi. C'est une façon, ça compense, si tu veux, les difficultés de l'exercice. Merci à Julien, Lucille et Sandy de s'être prêtés à l'exercice. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Outrider. N'oubliez pas de le partager partout autour de vous, et cela inclut bien évidemment les réseaux sociaux pour faire grossir le podcast. Vous pouvez également donner 5 étoiles à notre émission sur iTunes/Apple Podcast et en parler à vos proches fans de Star Wars. On rappelle que la Haute République sort bientôt dans les librairies, puisqu'on retrouvera le 25 mars prochain La Lumière des Jedi chez Pocket, suivi d'une épreuve de courage le 31 mars chez la Bibliothèque Verte, et Dans Pleines Ténèbres le 22 avril chez Pocket à nouveau. Et on sait que d'autres romans suivront, ainsi que les comics qu'on peut trouver par exemple chez Panini, qui devrait arriver d'ici le début de l'été. En attendant de découvrir les nouvelles aventures de l'univers Star Wars à travers cette Haute République, on vous embrasse, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Bonus. Trax.